Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir avec 24 heures de retard. Alors pour être tout à fait honnête et parler de l'entité qui se cache derrière ce speaker qui vous est maintenant bien connu. Hier c'était un petit peu compliqué, voilà. J'ai tenté un sommeil à l'étage, sachant qu'en ce moment il fait 48 degrés. Voilà, je n'ai pas dormi. Je me suis retrouvé à dormir sur mon canapé, voilà, telle une souche dans la matinée. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué et je n'avais pas l'entrain pour faire la vidéo le soir. Je me suis dit autant décaler ça de 24 heures et être en forme, bien qu'il fasse tout aussi chaud ce soir. Voilà, c'est absolument abominable. Donc ce soir, nous parlons des aventures de Simplicissimus, livre de 415 pages, paru pour la première fois, ou en tout cas imprimé en 1668, dont l'auteur est Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, et que vous trouvez normalement au prix de 30 €. Donc on va terminer ce petit duo allemand, puisque la semaine dernière nous avons vu la montagne magique, avec un livre eh bien qu'il me tenait à cœur de vous présenter, assez particulier, possiblement inconnu de vous ou pas. Ah oui, tant que j'y suis aussi, le calendrier a été un petit peu bouleversé puisque normalement ce devait être un dimanche de réception. J'ai transformé la chose parce que la présentation prévue pour ce livre aurait été faite à un moment où je suis en vacances au mois d'août, donc je l'ai décalé, bref, on en est là, peu importe. Je suis très très loin d'être amateur et donc connaisseur de la littérature du XVIIe en général, mais au XVIIe, comme plus tard, peu d'œuvres ont autant fouillé les secrets et la cruauté de leur époque, et peu peuvent se vanter en général d'être les cariatides d'une littérature nationale. Venons-en, comme d'habitude, à l'auteur et au contexte. Alors, qui est notre auteur ? Alors disons Grimmelshausen pour aller plus vite que Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Donc Grimmelshausen est né en 1621 ou 1622 à Gelnhausen, dans ce qui est aujourd'hui administrativement la Hesse, à la limite nord-ouest de la Bavière et à quelques kilomètres de Francfort. Il est originaire d'une famille noble mais appauvrie, famille originaire bien sûr de Grimmelshausen, vous l'aurez compris, ayant dû renoncer à la noblesse parce que le grand-père exerçait un métier d'aubergiste incompatible avec le statut de noble. Gelnhausen étant à l'époque une ville impériale libre protestante. Il est donc à la base lui-même protestant. Alors il vit ses premières années dans ce que l'on estime une relative tranquillité, avant que la guerre n'arrive jusque-là, puisque nous n'avons aucun document écrit sur ses 20 premières années. L'on sait qu'il perdit son père très jeune, que sa mère se remaria et partit pour Francfort, et qu'il vécut auprès de son grand-père à Gelnhausen. La ville ayant été ravagée en 1635, il trouve, mais encore une fois on n'en est pas sûr, probablement refuge dans la forteresse de Hanau, qui est juste à côté, tenue par les troupes luthériennes suédoises. Je vous ai mis ici la carte, hein, voilà où est Gelnhausen, vous voyez tout proche donc de Francfort. Alors néanmoins, à partir de 1639, on le sait, il combat activement dans les régiments impériaux, il guerroie pendant plusieurs années, assistant à la dévastation cataclysmique de l'Allemagne du temps. Mais sa scolarité, combinée à sa connaissance du latin, lui permettent de sortir du rang et il devient commis à la chancellerie du régiment, et l'on dispose d'archives à son nom à partir de 1644. Il devient ensuite secrétaire de chancellerie et en a fini avec la guerre en 1649, la guerre en ayant fini avec tout le monde en général à ce moment-là. Il se convertit alors du luthéranisme. Alors oui, on dit luthéranisme, on dit luthérien et luthéranisme, peu importe. Il se convertit du luthéranisme au catholicisme à cette époque-là et s'installe en Bade pour devenir lui-même aubergiste et intendant pour les comtes de Schauenbourg, puis gouverneur de château et finalement un petit noble local. Il se réapproprie d'ailleurs le titre de noblesse von.
Donc tout cela lui permet d'avoir du temps à consacrer à sa passion que semble être la littérature. Alors on ne sait pas quand il commence à écrire, mais en tout cas on n'a d'œuvre que pour les 10 dernières années de sa vie. Et puis si l'on dispose de documents administratifs, on n'a aucun document privé de sa part. Il publie en 1668 le livre qui nous intéresse, donc Der Abenteuerliche Simplicissimus Deutsch, plus ou moins l'aventureux allemand Simplicissimus, même si cette première édition est entièrement perdue aujourd'hui et que eh bien, nous ayons à notre disposition une édition de 1669. Alors son frontispice, qui est reproduit eh bien, sur l'édition française, est un des plus connus. Il représente eh bien, une créature à tête de satyre, corps d'homme, à pattes de chèvre et de canard, avec à ses pieds les masques du rôle de l'homme, la face de satyre comme allusion au livre. Bref, il y a une tonne d'interprétations, mais l'image est extrêmement célèbre. Alors il publiera par la suite d'autres œuvres avant sa mort, qui intervient en 1676, alors qu'il semblait à nouveau avoir rejoint l'armée impériale dans le cadre cette fois de la guerre de Hollande. Ayant écrit, nous le verrons plus tard, ces livres sous des pseudonymes anagrammatiques, ce n'est qu'en 1837 que l'on parviendra à attribuer au même homme différents écrits. Alors quel contexte de publication et quelle réception ? Le contexte de publication est assez simple. Nous sommes en 1668, donc 20 ans après une guerre qui a fait passer l'espace allemand de 18 millions d'habitants en 1600 à 12 millions d'habitants en 1650. Je vous laisse imaginer la dépopulation, puisque quand même normalement un accroissement naturel pendant ce temps. Sans doute 10 millions d'Européens ont laissé la vie dans ce conflit au global. C'est aussi 1668 une année de paix à Aix-la-Chapelle où prend fin la guerre de dévolution, la première guerre du jeune, ou de l'encore jeune Louis XIV. Et c'est le temps, à partir de 1660 environ, où les États nationaux allemands, Autriche, Prusse, Bavière principalement, affirment leur indépendance et leur rivalité au sein de l'espace impérial. C'est donc un temps de statu quo et de reconstruction à partir du traité de Westphalie en 1648 et le renouveau d'une vie intellectuelle quelque peu tarie par la réforme, l'espace allemand s'ouvrant aux influences extérieures qui donneront plus tard eh bien, lumières et romantisme allemand. C'est aussi le temps où se renouvellent eh bien, les échanges commerciaux, c'est le temps de la naissance de nombreuses bourses et banques locales, et donc tout est réuni pour le succès d'un écrivain devenu homme paisible. En tout cas, les conditions sont là pour que puisse naître une littérature nationale. Alors, vu de France, il est difficile de témoigner de la réception d'une œuvre qui nous est longtemps restée méconnue, compte tenu du faible rayonnement culturel de l'Allemagne du temps. Il faudra attendre encore un petit peu. Et il restera d'ailleurs ce livre largement germanophone jusqu'au XXe. Donc je ne saurais répondre autrement que par le fait qu'il a été de tout temps dans ce pays considéré comme le pilier de la littérature nationale. Parler après de diffusion commerciale n'a pas de sens à cette époque, même s'il eut à son échelle assez de succès pour qu'une continuation soit publiée dans la foulée. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien ça raconte le temps de la guerre de 30 ans, ce temps pas si lointain d'un autre, plus tardif, où, je cite, Louis XIV donna son accord pour la destruction systématique de tous les bourgs, hameaux et fermes après évacuation des habitants et liberté pour eux de se réfugier dans les bois. Turenne et les ravages du Palatinat ne sont en effet pas si loin des événements dont nous parlons, l'Allemagne ayant servi pendant au moins 3 siècles de champ de bataille et de destruction pour l'Europe. Parallèle donc, mais pas totale identification, Simplicissimus est une œuvre assez unique en son genre, par le fond plus que la forme probablement considérant l'art du temps. Le cycle de Simplicissimus est un roman baroque et l'œuvre majeure de la vie de Grimmelshausen. Il narre les aventures d'un simplex, garçon qui ne connaît pas son nom, un jeune paysan naïf, donc innocent mais pas idiot, un ingénu, dirait-on chez nous, qui voit son village ravagé et détruit et qui va alterner les aventures tragiques et comiques dans la guerre de 30 ans et la société allemande devenue folle, vivant des épisodes cauchemardesques et grotesques dans un pays alors ravagé par tous ses voisins. Mais donc, que va vivre notre Simplicissimus ? Tout commence dans l'ironie.
Notre homme dépeint sa haute naissance paysanne dans un style volontairement empoulé. Je cite. Mais au rayon des études, je pouvais prendre place auprès du célèbre Amplistide, dont Suidas relate qu'il ne savait pas compter plus loin que 5. Bon, nul besoin de savoir bien des choses pour celui qui est alors un jeune pâtre du Spessart, dans le tout nord-ouest de la Bavière du temps, mais déjà il nous annonce que tout va changer. Je le cite. Qui m'aurait dit qu'il y avait un dieu au ciel si des guerriers n'avaient anéanti la maison de mon Knan, et par cette raison ne m'avaient contraint à voir les gens dont j'ai reçu une instruction passable. Donc Knan étant le père en dialecte du Spessart qui vient tout droit du moyen allemand, celui qui a le même nom, peu importe. Ah, je vous mets ici une gravure de Jacques Callot, qui est l'une des sommités artistiques du temps, graveur lorrain contemporain de la guerre de 30 ans. Les temps sont durs donc, et notre pasteur, notre jeune pasteur, voit sa maison dévastée par les reîtres. Je le cite. Ils poussèrent un des paysans capturés dans le four et y mirent le feu parce qu'ils n'avaient encore rien avoué. S'enfuyant du massacre, sans comprendre grand-chose à ce qui est arrivé, notre simple tombe sur un saint ermite et y gagne son nom de Simplicius, ignorant tout du monde et de Dieu. Mais ce qu'il ne sait pas, il essaye de l'apprendre et aura au moins gagné dans l'opération la lecture et l'écriture, puisqu'un champ fécond ne donne des fruits que s'il est ensemencé, comme vous le savez. Puis l'ermite meurt, comme doivent mourir tous les hommes. La société semble de peu d'attrait pour notre Simplicius et les ravages des reîtres l'encouragent à poursuivre seul sa retraite forestière. Mais lorsque c'est jusque dans son érémitisme qu'on le traque, il doit retourner au monde. Le voilà qui se retrouve mis au cachot, incapable de dire qui il est, d'où il vient, où il va et pourquoi il y va, une ignorance fort dangereuse dans un pays ravagé par la guerre. Mais Dieu n'abandonne pas les simples d'esprit et l'ermite de la forêt était beau-frère et compère du gouverneur de la place où notre héros a échoué, et voilà Simplicius adopté. La ville est toutefois pour lui un endroit bien étrange. Je le cite. « Seigneur Dieu, comme je m'étonnais au début quand je considérais la loi et l'évangile ainsi que les fidèles exhortations du Christ, et voyais de mes yeux à l'opposé les œuvres de ceux qui se donnaient pour ses apôtres, disciples et successeurs. » Un monde donc que notre ancien reclus découvre en ses vices et son idolâtrie, et c'est en exclu qu'il vit dans la société. Partout autour de lui est sucré le diable au nom de Dieu, et le simple s'en étonne, partout on frappe la chope et on fornique. Stupéfait d'une telle ingénuité, notre homme est fait bouffon par son maître, le gouverneur d'Anao, mais à passer pour fou, on finit par ne plus l'être du tout, et c'est Simplicius qui berne les autres. Du moment où je dus devenir bouffon, alors seulement je suis devenu astucieux et plus circonspect dans mes propos. C'est donc le moment bouffon où l'amuseur peut critiquer la société du temps et sa noblesse, je le cite. Dis-moi quels glorieux exploits furent accomplis et quels arts louables inventés qui suffisent à anoblir toute une lignée quelques siècles à la file après la mort des héros et des artistes eux-mêmes. Relativisons le propos bien entendu, Grimmelshausen n'aura lui-même rien de plus pressé que d'ajouter le von à son patronyme quand il le pourra. Et alors que notre Simplicius jouit de la tranquillité du fol, le voilà ravi par les hussards impériaux croates. Il ne s'en échappe que pour se retrouver au sabbat des sorcières et est magiquement transporté à Magdebourg. Et par malheur, si notre homme doit abandonner l'habit du bouffon, c'est pour trouver des habits de femme, et le voilà qui se retrouve poursuivi des assiduités de la troupe. Pire encore, je le cite, « Mon maître me livrera au goujat de cavalerie au moment précis où les deux armées au complet allaient faire mouvement. Ce n'était qu'un amas de locteux, et pour ce motif, l'Alali n'en était que plus grand et plus effrayant ce que j'avais à subir. Ils m'entraînèrent par des broussailles pour y satisfaire d'autant mieux leur convoitise bestiale. » Et finalement, toujours pire que de servir d'outil d'abus pour ces reîtres, force est de constater pour les malandrins que c'est l'homme qui perce sous le jupon. Comment expliquer autrement que l'espion que l'on devrait soumettre à la question ce travestissement? Mais encore une fois, pour notre jeune Allemand, malheur est bon et il n'en réchappe que par une attaque des Suédois. Il n'est toutefois pas au bout de ses peines et, de malheur en infortune, change souvent de maître et de vice. À force de temps, il en devient néanmoins un habile cavalier impérial et ma bourse devint aussi vaste que ma réputation.
Tout guerrier audacieux, aussi intrépide et pillard qu'il soit, ne devient pas si facilement officier lorsque simple roturier, même quand on est la terreur de l'ennemi, un Robin des Bois allemand connu de tous. Déjà, le péché d'orgueil apparaît chez notre simple et, je le cite, à la fin, je devins si dévergondé et infâme que nulle coquinerie n'était trop grande que je la fisse. Avec la gloire, plus nombreux sont les envieux et plus dure est la chute. Je le cite. Peu avant, les poux me tracassèrent, et maintenant j'avais en mon pouvoir le roi des puces. Une demi-année avant, je servais de petit domestique à un méchant dragon. Désormais, je possédais 2 valets qui me disaient monsieur. 1 an à peine était encore passé que les loqueteux me faisaient la course à la gueuse pour faire de moi leur paillasse. Maintenant, c'était au point que les jeunes filles se toquaient d'amour pour moi. Alors, je m'aperçus opportunément qu'il n'y a rien au monde d'aussi constant que l'inconstance elle-même. Après tout, n'oublions pas que nous restons, malgré le fond, la guerre, le vice, le péché, le picaresque, dans une parabole chrétienne avant tout. On n'échappe pas à son siècle. Donc, notre Simplicius est promise à un bel avenir, entouré d'hommes souhaitant qu'il n'en eût aucun. Quand la fortune veut vous abattre, elle vous porte d'abord au comble, et le bon Dieu vous fait loyalement avertir avant la chute. Poursuivant une jeune dame de ses assiduités, surprise au lit, voilà Simplicius condamné au mariage. Il faudra bien s'accommoder pour lui de cette nouvelle façon de contracter. Homme riche, homme marié, que pourrait faire de Simplicius un supplicié ? Eh bien, qui dit ascension sociale, dit aussi chute morale. Le voilà qui prend le chemin de Paris pour quelques affaires traîtres et mal montées, et il est coincé. Il devient acteur de théâtre parisien, gigolo des dames, le bien n'avait provoqué que le mauvais. C'est appauvri et délesté de tout qu'il devient, torturé d'un mal qui n'est heureusement pas napolitain, mais il est enlaidi, pauvre et laid, voilà qui devrait le mettre à l'écart bien des tentations. Pour regagner l'Allemagne, il se fait bonimenteur et enfin, il peut revenir sur sa terre de guerre et de dévastation. Il devient alors le compagnon forcé d'un bien étrange brigand, détrousseur fier de son activité, et le voilà sans moyen de fuir ce terrible comparse qui se révèle en sus vieille connaissance, et qui dit vieille connaissance, eh bien dit connaissance du passé de notre héros. Dieu merci, de tels jocrisse reçoivent toujours punition, et Simplicius se libère par la mort du mauvais compagnon. Enfin, le voilà parti en pèlerinage vers la Suisse, vers la Vierge Noire d'Einsiedeln, et le choc pour notre homme est terrible, je le cite. Le pays, par rapport à d'autres pays allemands, me parut aussi étrange que si j'avais été en Chine ou au Brésil. J'y vis les gens travailler, aller et venir, les étables pleines de bestiaux, les fermes grouillantes de poules, d'oies et de canards, les routes étaient sûres pour les voyageurs, les auberges pleines de gens qui prenaient du bon temps, pas trace qu'on craignit l'ennemi, redouta un pillage, pas de hantise d'être privé de son bien, de sa liberté ou de sa vie. Mais même le pèlerinage ne saurait priver Simplicissimus de sa nature. De même que ma conversion n'avait pas tiré son origine de l'amour de Dieu, mais de la peur et crainte d'être damné, de même aussi je redevins tiède et paresseux parce que j'oubliais petit à petit l'effroi que m'avait inspiré le malin. Pourtant, les heurts et malheurs de la vie ne s'arrêtent jamais, le voilà devenu veuf, mais capitaine de l'armée impériale, et alors qu'il se remarie, passons la chose, notre héros rencontre par hasard celui qui fut son père. Ce dernier lui apprend son vrai nom, Melchior Sternfels von Fuchshain, encore un anagramme, et sa situation d'enfant trouvé. Il est donc noble de naissance. Noble, mais tout aussi vite cocu, père et de nouveau veuf, dans un temps où, parfois, le veuvage est un soulagement, je le cite, me rendant veuf une seconde fois, ce qui m'affecta au point que j'en faillis mourir de rire. Alors je passe rapidement sur le moment où l'auteur nous conduit ensuite au royaume sous-marin des Sylphes, à travers le Mummelsee, qui est un petit lac profond en forêt noire, les sylphes étant des hommes poissons pour nous administrer d'autres leçons. Notre homme a son avis sur la gouvernance d'un pays, soit. Il est temps pour nous de conduire ces aventures vers leur fin parce que le livre est presque terminé.
Par divers moyens, Simplicius arrive au service du tsar de Russie, enlevé qu'il est par une bande tatare, renvoyé jusqu'au roi de Corée, puis au Japon, le voilà prisonnier des pirates turcs, puis libéré par les Vénitiens. Il revient alors dans une Allemagne devenue pays en paix. Que retenir de sa propre vie ? Je le cite. Je suis pauvre en bien, mon cœur est accablé de soucis, je suis trop mou pour tout le bien, paresseux et corrompu, et, ce qui est le plus malheureux, ma conscience est inquiète et alourdie. Nous voilà en mesure de clôturer les aventures et, pour notre héros, de tirer sa révérence après une longue diatribe contre le monde. Dieu te garde, monde, car ta fréquentation me chagrine. La vie que tu nous donnes est un pèlerinage misérable, une vie inconstante, incertaine, dure, rude, fugitive et impure, pleine de misère et d'erreurs qu'il faut appeler une mort plutôt qu'une vie, dans laquelle à chaque instant, par mille pièges de l'inconstance et par toutes sortes de chemins, nous mourrons de notre mort. Et notre homme, devenu noble, notre Simplicissimus, devenu von Fuchsheim, quitte le monde pour recommencer sa première vie d'ermite. Alors, pourquoi est-ce que c'est important et qu'en ai-je pensé ? Vous voyez ici la couverture de l'édition de 1669 qui porte bien sûr le nom de notre auteur en anagramme comme sur les autres de ses romans, j'allais dire en tout cas de ses œuvres et récits. Bien, pourquoi c'est important ? D'abord, c'est le pilier de la littérature nationale allemande. C'est l'équivalent sur l'idée de Shakespeare et Dante. Il est le premier texte vernaculaire d'une nation à peine naissante et qu'on considère comme son premier chef-d'œuvre. C'est aussi une des œuvres principales du XVIIe en général, un témoignage du désespoir et du refus du monde dans un pays ravagé et divisé, et bien l'envers fangeux de la réalité. Il est, ce livre, une des pièces qui nous permet de nous rappeler ce qu'est la guerre dans notre histoire européenne à une époque où, selon quelques têtes folles, la violence n'aurait pu être exercée que contre des indigènes naïfs et paisibles, qui seraient des victimes par essence, alors que l'homme qui naît en ce temps est un mort en sursis avant d'être un vivant absolument partout. C'est vrai, nous n'avons sans doute pas une très grande connaissance en France de ce conflit et de ses effets, et sans doute pas énormément d'œuvres capables de les rapporter, surtout par un homme qui les a vécus. Et ce, alors que c'est sans doute le conflit le plus massif avant notre ère moderne. L'œuvre a les caractéristiques du XVIIe. Humour scatologique, digressions érudites, cruauté et vérité, enseignement et satire, hautement comique aussi, mais par ailleurs très sombre, satirique, parfois fantastique, souvent bouffon. C'est très 17e, je renvoie à la civilisation des mœurs dont j'avais parlé, mais voilà, on aime bien, dans le livre, on aime bien être à poil, on aime bien flatuler, on aime roter, on aime vomir, on aime chier partout. C'est comme ça, les mœurs évoluent, les livres aussi, il faut prendre la vie et son récit, la vie comme elle était. C'est une description innovante, dans le sens où elle étale des sentiments vrais et vécus, décrit une brutalité par ailleurs souvent tue en ces temps, mais fait une apologie de la paix et convoque aussi les habituels topos ou topoi de l'époque, la morale, les hypocrisies et les contradictions de ses semblables, tout en utilisant pour ce faire le regard distant de l'enfant qui s'étonne et décrit par périphrase ce qu'il ne peut comprendre. Notre simplex est en effet, et là je me permets de citer l'introduction, un de ces chenapans, Schnappen, attrape-coq en allemand, du nom de ces réfugiés de la misère, un de ces attrape-coq, donc un de ces picaros, un de ces hommes hâves, barbus, les chemises et les choses en lambeaux, qui s'échangeaient dans les fourrés des formules de religion catholique ou réformée, comme autant de laissez-passer entre le coup de pique, la pendaison, le viol et la famine. Derrière toute la satire, il y a le message d'un homme sur un temps meurtrier. Toute l'aventure est donc prétexte d'abord à raconter ce que l'on a vu, mais surtout à railler et édifier, à faire la leçon de l'hypocrisie, de l'alcool, du jeu, ce qui est finalement l'habituelle construction des prêches en fait, qui décrivent le mal puis livrent une diatribe contre à la chair. Ce temps des nobles qui
vomissent leur vinasse de la guerre absurde, du chaos duquel seuls les plus malins et surtout vils tirent leur épingle, des soldats pouilleux et des paysans dans le malheur, tout ce qui est laid mais vrai. C'est ce que l'on retrouvera plus tard aussi sur la forme, dans ce que l'on connaît nous, dans notre littérature de l'ingénu ou des lettres persanes, c'est-à-dire la figure bien connue de l'innocent qui ne le reste pas, et profite de son innocence pour brocarder les travers de ce qui l'entoure avant de devenir finalement le plus sage parmi les fous. C'est toute une dynamique et une pensée du temps qui s'étale, de la guerre, de la volonté des hommes, de leurs croyances et superstitions, de leur système de valeurs, des guerriers et des sorcières. On y voit le sabbat et le bûcher, sans que l'on sache si notre auteur y accorde croyance et importance, mais aussi, par exemple, la flexibilité des liens dans la guerre pour des hommes qui changent de camp si facilement qu'on en relativise l'antagonisme religieux. La réalité de l'espace allemand du temps, finalement, où c'est la survie qui prévaut. La réalité de la guerre, pourrait-on dire tout simplement. On y trouve aussi, je le souligne à titre d'exemple, plus quand on parle de mœurs, le duel que l'on a pu évoquer à quelques reprises dans nos différents propos, ce fondement de notre civilisation et de nos mœurs, pourtant ici avec une opinion aussi négative de ce dernier que celle que l'on retrouvera 2 siècles plus tard, puisque eh bien, sans aucun doute civilisation et culture européenne obligent, déjà la régulation et l'autocontrainte commencent leur lent cheminement. Et ce cheminement dans l'œuvre, eh bien, c'est aussi le nom du personnage, qui est le Simplicissimus au début, puis acquiert différents noms, le chasseur en guerre, le beau allemand à Paris, puis le noble von Fuchsheim, pour redevenir finalement Simplicissimus. Il est d'abord le simple, puis le chrétien sans éducation, puis le guerrier sans scrupules perdant ses valeurs morales, puis le pêcheur en lucre, le noble, et enfin redevient l'ermite qu'il avait été. Bref, les hommes, leurs actes, les événements qui les noient, l'humain toujours, la vie ordinaire et surtout son inconstance, ce qui la rend vraie. C'est aussi une pièce d'histoire au global, et une pièce même réellement, chronologiquement et factuellement assez historique pour la première moitié. Alors après, effectivement, on bascule dans le romanesque qui est vraiment la pure invention, avec des faiblesses d'ailleurs à mon avis, question de goût. En tout état de cause, on peut savourer la chance d'avoir eu un homme enroulé de force dans la guerre à 15 ans et ayant la lucidité émotionnelle et la capacité rédactionnelle de nous la transmettre par le biais d'un récit même fantasque. Même si effectivement, encore une fois, cela n'a rien de biographique, c'est une exagération poussée à l'extrême de l'imaginaire épique et sordide sous la forme des récits du temps. Le livre est autant un tableau de la guerre en général que de la société dégénérée qui en sort. C'est aussi un exemple de la culture classique de l'époque. Grimmelshausen y insère un nombre étonnamment élevé d'autres sources issues de différents domaines du savoir de son temps, ce qui est aussi une figure de style que l'on connaît dans les œuvres satiriques de l'époque, un petit peu picaresque, un abus volontaire du langage et du mot savant pour accentuer la pédanterie comique. Le livre est encore l'ambivalence, c'est-à-dire le désir de paix du héros, qui est in fine la raison du roman, et la vie sanglante et déchaînée du soldat, les mœurs du temps, ce qui est un contraste toujours saisissant. Et malgré cela, eh bien, comme je l'ai dit, le propos général se place dans une optique assez iréniste. Le propos égratigne en effet les uns et les autres, il moralise, mais il n'oppose pas entre le début et la fin. Notre héros n'est d'ailleurs d'aucune religion. Il est chrétien, cela va de soi, mais pas plus. En fait, on peut presque dire que l'opposition religieuse est en toile de fond, c'est la raison du conflit qui dévaste l'Allemagne, c'est la raison invoquée par les puissants pour justifier leur action, mais elle n'est pas un sujet qui divise les hommes dans le livre. Et c'est enfin une parabole chrétienne, là aussi on l'a dit, ermite il était et il redevient, et ayant connu la chute, le héros aura renié ses péchés et connu la rédemption avant de quitter le monde. C'est toute la vanité des choses et du destin. Voilà donc pour le contenu, les différences de registres, érudition, grossièreté, cruauté, divertissement et apprentissage, satire de la réalité. Après tout, le Simplicissimus apprend tout, explore tout, vit tout entièrement. Il est, comme j'ai dit, une des figures bien connues de la littérature,
Donc, je n'ai pas forcément la date d'apparition en tête, mais qui est une figure féconde, celle de l'ingénu exposé à l'altérité, pour lui altérité, hein, pour nous réalité, et qui en profite pour critiquer les vices et travers qui la composent. On peut comprendre la difficulté à le lire, ce livre, les choix de traduction faits par exemple rendant une langue du temps, mais il faut aussi le prendre pour ce que c'est. On est à la croisée des chemins, picaresque en partie, autobiographie aventureuse du gueux, même si l'autobiographie est ici en fait très éloignée de la vraie vie de l'auteur, qui s'est plus servi d'autres œuvres que de sa propre vie. Roman baroque, roman religieux, édificateur, burlesque, satire sociale, on est donc à la croisée de beaucoup de choses. On est effectivement parfois proche de ce que l'on connaît nous avec Rabelais, avec un style volontairement tempoulé pour moquer par exemple le roman courtois du temps. Ceci étant, même si l'œuvre est d'une longueur normale, je dois avouer qu'il y a quelques temps faibles, quelques facilités, quelques absurdités, et que bien l'enchaînement des scènes, qui sont presque des tableaux, cet enchaînement peut lasser. Ceux qui voudront y voir une autobiographie ou un témoignage de guerre seront déçus. Tout cela, l'autobiographie ou le témoignage de guerre, ça n'est qu'une toile vierge du peintre qui y met une part de souvenirs probables, mais aussi une large part d'imaginaire. En sus, pour en revenir aux difficultés, le livre s'adressait à des hommes qui avaient peu ou prou connu ce temps, donc la référence aux noms et aux batailles est parfois allusive, ce qui peut perdre le lecteur français à 400 ans de distance de ce conflit. Mais voilà, c'est un classique qui mérite d'être découvert pour la curiosité au moins, hein, il ne faut pas y attendre la perfection. Et cela reste, malgré tout, un témoignage d'un des plus grands conflits de l'histoire européenne, ces millions de morts, la guerre, la famine, la maladie, les épidémies, le cannibalisme, le déclin démographique, toutes les atrocités et destructions, et finalement un impact social et culturel durable, les révoltes paysannes, les chasses aux sorcières, toutes les recompositions géographiques et démographiques, un traumatisme national qui accouchera d'une littérature qu'il peut être intéressant de parcourir. Quant à la traduction, pour en finir là-dessus, on aimera ou l'on n'aimera pas, mais je trouve que c'est un tour de force quand même que d'avoir rendu le ton dans un phrasé 17e vraisemblable. Ça peut encore une fois rebuter, mais je pense très sincèrement que ça aurait été assez affreux et dissonant dans un français moderne. De toute façon, vous l'aurez entendu aux phrases que j'ai pu vous lire. Bref, voyez ce que vous voulez en faire. Parcourez-le si vous en avez l'occasion, c'est un dépaysement, au moins cela est une certitude, c'est une naissance en tout cas de la littérature vernaculaire allemande, un témoignage même imaginaire, mais en tout cas vécu par un homme de cette guerre de 30 ans, dans tout ce qu'elle a transporté, et qui est un conflit bien assez fondamental dans l'ordre européen qui en ressortira. Alors comme d'habitude, nous finirons par une phrase et une note. La note sera un clin d'œil à tous les amateurs de catch dont je ne fais pas partie, puisque la note sera de German Simplex sur 10. Quant à la phrase, je vous cite « Il est toutefois une chose que tu dois savoir, que les hommes, non seulement vivants, éclaboussent l'église de leurs vices, mais que même après leur mort, ils la remplissent de leur vanité et de leur sottise. À peine entres-tu dans une église que tu vois aux pierres tombales et aux épitaphes comme en parade encore ce que les vers ont mangé depuis longtemps. » Voilà donc pour ce soir, avec 24 heures de retard, nous nous sommes transportés, pas si loin géographiquement, mais assez loin temporellement, avec un livre alors méconnu, je n'oserais pas le dire, parce que étant un classique, je pense que c'est un livre assez connu, mais il est possible qu'il soit passé sous les radars. Il est un livre tout de même assez différent de ce que l'on connaît, ne serait-ce que par son temps d'écriture, bien entendu, hein, même si la littérature du XVIIe est abondante, nous n'avons pas tant de témoignages de guerre que cela sur le temps. Le livre est assez étonnant dans sa construction, dans son propos. Sans doute trouverez-vous des ressemblances si vous êtes un expert de l'époque, ça n'est pas mon cas. Donc de fait, pour moi, ça a été un dépaysement total. Donc je vous le recommande, ne serait-ce que pour la curiosité. Pour la suite du programme, nous nous retrouvons mercredi pour une tier list. Alors tier list des épidémies, tier list des maladies, on pourra lui donner le nom que l'on veut.
Donc tier list en 2 parties comme souvent. Et vendredi, nous continuons notre partie de Crusader Kings 2 en multijoueur à 8. Et la semaine prochaine, j'ai déjà oublié ce dont nous allions parler. Je crois que nous embrayons sur un triptyque de littérature russe. Je me permets de vérifier. Dimanche prochain, effectivement, dimanche prochain, nous parlons de Pères et Fils de Tourguenieff. Et nous allons effectivement nous faire un petit triptyque russe qui va être fort sympathique. Donc voilà le programme. Mercredi tier list, vendredi continuation de Crusader Kings 2. Et dimanche, nous partirons d'Allemagne vers la Russie et nous parlerons de Pères et Fils de Tourguenieff. Voilà. Bien, je vous présente mes excuses pour ces 24 heures de retard. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon début de semaine caniculaire. Accrochez-vous, buvez de l'eau ou toute autre chose, mais je vous conseille quand même l'eau. Hein, c'est mon rôle de streamer et de personnalité publique que de le faire. Et d'ici là, eh bien, écoutez, je vous dis à mercredi. Portez-vous bien. À bientôt.